Il y a une crise qui est liée à des revendications tout à fait légitimes de la part de la population pour ce que certains appellent la mauvaise gouvernance du président Sassou. Mais ceci ne fait pas partie d'une crise politique. La crise politique serait liée par exemple à une haute trahison de la part du président, ce qui amènerait effectivement sa démission. Or là, rien de tel, et donc il est, je dirais effectivement, dans son bon droit de vouloir en effet continuer, se représenter dans la mesure où la Constitution. Et je pense que la démission, c'est une partie de l'opposition qui l'appelle, ou peut-être même toute l'opposition qui l'appelle à démissionner. C'est pour ça que vous avez mis ce scénario dans le... Tout à fait, c'est une partie. C'est une partie de l'opposition. Alors, la plus radicale? Voilà, la plus radicale. Bon, d'abord, une question se pose. Quelle opposition? De quelle opposition s'agit-il au Congo-Brazzaville? Oui. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité politique au Congo à quelques mois de l'élection présidentielle. Je reçois Lucien Pomboué, journaliste, éditorialiste, professeur d'économie. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. D'abord, quels sont les enjeux de cette élection présidentielle qui arrive? Les enjeux sont multiples. La question fondamentale qui est posée, c'est que veut le Congo? Est-ce que l'on souhaite en effet que le président Sassou se représente ou pas, premièrement? Certains pensent que oui, et d'autres pensent que non. Mais la situation est relativement difficile à démêler. Pourquoi? Parce que le président Sassou a pour lui la Constitution. La Constitution lui permet, celle de novembre 2015, lui permet de se représenter. Et d'autres disent en effet, non, il n'a pas le droit de se représenter, au motif politique dont on discutera, oui. Politique économique, à savoir qu'il n'a pas réussi en fait à sauver le Congo depuis quasiment plusieurs années, plusieurs décennies de règne. Voilà un des aspects importants. Et vous avez fait un très bel article tout récemment où vous présentez 3 scénarios qui se présentent au président de la République. D'abord la démission. Pourquoi? Alors, c'est en effet pour répondre à une partie de l'opposition qui estime qu'il n'y a pas, en effet, à discuter avec le président Sassou, qu'il doit partir. Or, cette hypothèse-là est une hypothèse lourde, et une hypothèse lourde politiquement et juridiquement. D'abord, pourquoi? Pour démissionner, c'est l'article 75 de la Constitution qui le dit. Pour démissionner, il faut soit haute trahison, bien entendu, ça c'est bien entendu, or là il n'y a pas haute trahison, ou alors le président de la République doit partir par lui-même, ou alors s'il meurt, je n'ai pas dit qu'il allait mourir, s'il meurt. Bon, si on reprend ce cas-là, il n'y a pas haute trahison, et le président n'a pas envie de démissionner. Ouais. Donc la Constitution, il est avec la Constitution. Alors, ça pose le problème suivant. En cas de crise majeure, alors y a-t-il une crise politique au Congo? Ça, c'est la question que j'allais poser. Y a-t-il une crise politique au Congo? Alors, tout dépend de la façon dont on définit la notion de crise. Crise politique, crise institutionnelle, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une crise qui est liée à des revendications tout à fait légitimes de la part de la population pour ce que certains appellent la mauvaise gouvernance du président Sassou. Mais ceci ne fait pas partie d'une crise politique. La crise politique serait liée par exemple à une haute trahison de la part du président, ce qui amènerait effectivement sa démission. Or là, rien de tel, et donc il est, je dirais effectivement, dans son bon droit de vouloir en effet continuer, se représenter dans la mesure où la Constitution. Et je pense que la démission, c'est une partie de l'opposition qui l'appelle, ou peut-être même toute l'opposition qui l'appelle à démissionner. C'est pour ça que vous avez mis ce scénario dans le... Tout à fait, c'est une partie. C'est une partie de l'opposition. Alors, la plus radicale? Voilà, la plus radicale. Bon, d'abord, une question se pose. Quelle opposition? De quelle opposition s'agit-il au Congo-Brazzaville? Oui. En effet, bon, vous avez un certain nombre de leaders dont certains sont interdits effectivement de voir leur parti politique continuer à exister. Je parle de Clément Miarassa, je parle de Serge Yombi Opango, et bien entendu, et d'autres effectivement hommes politiques. Bon, cette opposition-là est une position éclatée.
est une position éclatée et finalement, elle n'a pas tellement le choix que de demander la démission du président. Alors, le président, je pense, en effet, ne démissionnera pas. Bon, enfin, je ne suis pas dans ses secrets, mais je veux dire en tout cas, à ce stade, je vous confirme que ce n'est pas, pas dans les tuyaux aussi. Voilà, je ne suis pas dans le secret du président de la République. Il ne démissionnera pas. Et d'ailleurs, le parti, son parti, donc le Parti congolais du travail, avec d'autres partis qui appartiennent à la majorité présidentielle, ne lui demande pas ça. Il lui demande au contraire de se représenter. On y viendra. Voilà. Il y a aussi la question de la transition qui est demandée par certains leaders de l'opposition. Alors, l'article tel que je l'ai écrit, j'ai volontairement évité l'aspect juridique. J'ai plutôt axé sur le côté politique. Alors, si je réintègre l'aspect juridique, la Constitution ne dit rien, ne dit pas mot sur la transition politique. Seul le président de la République peut demander au Parlement ou par un référendum que, en effet, l'on change de régime. Ou alors, autre élément important, s'il y a des éléments de crise vraiment très très général, un soulèvement populaire, on peut en effet aller à un dialogue. Okay. Oui, mais là, il faut que les choses soient claires. La Constitution congolaise de novembre 2015 ne dit rien sur la transition politique. Et donc, vous avez alors certains hommes de l'opposition et certains de la majorité, mais ne le disent pas trop, veulent un dialogue. Un dialogue inclusif qui réfléchirait sur quoi? Qui réfléchirait sur les institutions? Qui réfléchirait sur l'élection présidentielle? Je veux dire que, ou sur cette transition politique, elle servira à quoi? Donc, il y a une espèce de flou. Et c'est une transition avec qui? Moi, c'est la question que je vais vous poser. Mais justement, c'est la question avec qui? Avec le président de la République? Sans président de la République? Mais au nom de quel article de la Constitution le président pourrait être écarté? S'il y avait haute trahison, d'accord, mais il n'y a pas haute trahison là-dessus. Bon, donc on reste dans une espèce de vide juridique, et vide politique d'ailleurs. Et donc, l'opposition qui demande un dialogue, alors pour apaiser sûrement la société, bon, une partie de la société civile aussi, je dis bien une partie, pas toute la société civile. Une partie de la société civile souhaite aussi éventuellement qu'il y ait un dialogue. Un dialogue inclusif, c'est... Alors à ce moment-là, il faudrait l'intégrer dans la Constitution. Donc, une transition avec le président Sassou pourrait aboutir à un gouvernement d'union nationale? Alors, oui, c'est une hypothèse. C'est aussi l'une des aspirations de certains aujourd'hui. Bien sûr, c'est une hypothèse, ça pourrait aboutir. Alors, cela voudrait dire que tous les partis politiques, le président de la République d'abord est d'accord pour la transition. Ben oui, c'est quand même lui qui est le garant des institutions. Donc, et nous sommes quand même dans un régime présidentiel avec un exécutif qui est relativement fort. Donc le président de la République a son mot à dire. On ne peut pas, sinon à ce moment-là, c'est un coup constitutionnel, on ne peut pas dire au président, mettez-vous à l'écart, ok, il y a une transition qui se fait. Alors, la transition, elle s'est faite... ce que j'appellerais pendant la conférence nationale de 91. Cette transition qui a permis à la société civile, aux partis politiques, bien entendu, de réfléchir sur les nouvelles institutions, sur un nouveau régime politique qui a emmené donc le président Pascal Lissouba à être élu en 93 lors de l'élection présidentielle. Bon, là, nous sommes dans un autre cas. C'est le cas qui est lié, alors, pour certains membres de l'opposition à la mauvaise gouvernance du président Sassou, pour d'autres membres de l'opposition à, comment dirais-je, à une espèce de divagation, je dirais, politique, sans objectif précis. Sauf que vous avez une partie de la majorité, le parti au pouvoir, le Parti congolais du travail, qui dit, écoutez, le président de la République n'a pas encore terminé sa mission, son mandat, donc il peut se représenter et... Avec lui, là, c'est... Mais Lucien, ce que vous dites est assez intéressant parce qu'il y a certaines personnes, certains leaders de l'opposition que nous avons reçus sur ce plateau qui disent clairement qu'ils ne croient pas aux élections. C'est pour ça que vous avez bien fait de mettre en avant les deux scénarios, le précédent, démission et transition. Transition, tout à fait. Alors, et donc, dans ce contexte, on fait quoi aujourd'hui? Je pense que même c'est partagé par certains Congolais aussi, qui disent, mais de toute façon, les élections, on sait très bien comment ça se passe, comment ça va se terminer. Donc... Alors, quel est le problème qui est posé aujourd'hui? Soit vous avez une partie de l'opposition qui dit on ne va pas aux élections, c'est leur droit. C'est un risque aujourd'hui de boycott de toute l'opposition? Alors, toute opposition, je ne sais pas.
Parce que d'abord, il faudrait, Khalil, qu'on définisse quelle est l'opposition. Oui, c'est vrai qu'il y a une opposition à Miami aussi. Quelle est l'opposition au Congo? Alors, est-ce que les membres de la diaspora ici font partie de l'opposition? C'est plus virulent, j'ai l'impression. Oui, alors justement, est-ce que les membres de la diaspora ici font partie de l'opposition? Est-ce que l'opposition officielle, c'est celle qui est représentée par M. Tatsima Biala, qui en fait est dans... Présentez-le bien pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, M. Tatsima Biala est un membre de l'opposition, en effet, alors il a reçu ce titre comme responsable de l'opposition. Et qui bénéficie d'un salaire. Qui bénéficie d'un salaire. C'est vrai qu'on précise. Alors, donc, il a reçu ce titre comme étant représentant de l'opposition. Il était donc un membre de l'UPADS. Donc, l'UPADS, le parti du président, le parti du président Lissouba. Okay. Il était ministre de la Défense à l'époque. Bon. Et quand il y a eu effectivement le changement de régime, il y a eu la guerre civile que vous connaissez, donc je ne vais pas revenir. Il y a eu ce fameux coup d'État que d'autres disent coup d'État, mais que d'autres encore disent, mais finalement ce n'était pas un coup d'État, c'était une régulation politique brutale par la guerre, etc. Et donc, après élection à élection, on s'est aperçu que le pouvoir en place avait besoin de parler à quelqu'un. Et au nom de cette union nationale que souhaite le président Sassou. Et donc on a trouvé en M. Tatsima Biala, d'ailleurs qui est contesté dans son parti, comme étant le représentant de l'opposition. Mais en fait, il ne représente globalement de ce que l'on dit ici ou là que lui-même. Mais sincèrement, ce n'est pas un sparring partner pour le président Sassou. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas un sparring partner. C'est comme aussi le président, M. Ntoumi, M. Mintamou, M. Ntoumi. On le présente comme étant quelqu'un qui s'oppose au président Sassou. Alors, la relation Sassou-Ntoumi est une relation complexe, très très complexe, et essayer de réfléchir à haute voix sur cette relation est très très compliqué. La pérennité même du régime, du pouvoir de Denis Sassou Nguesso n'est pas liée aussi à cette opposition dispersée, confuse que vous nous décrivez aujourd'hui? Oui, tout à fait, bien sûr, car bien sûr, cette opposition est quasiment inexistante. Elle est quasiment inexistante pendant toute la durée de mandat. Elle n'existe qu'au moment des élections. Or, pour exister, pour apporter une alternative, il faut que les populations sachent qui vous êtes. Et malheureusement, cette opposition n'existe pas vraiment. Alors, ils vous diront, j'ai un parti politique. Alors, ça y est, à Flores, un parti politique. Ah ben, parlant des partis politiques, quelle est votre réaction sur la décision qui vient de tomber de la part du ministère de l'Intérieur, qui suspend le RDD, le PSDC? Oui. Alors, quel est le message que le gouvernement veut envoyer là? Est-ce qu'il y a un signe de panique? Je crois que Yobi Opongo parlait d'un règlement de compte qu'on voulait la mort du RDD. Alors, la décision, effectivement, de M. Zéphirin Boulou de supprimer ou d'interdire plutôt les leaders, il ne supprime pas, il interdit les leaders, effectivement, d'exister politiquement, bon, est une position très forte. Elle participe de cette vie, je dis bien, cette vie, je dirais, démocratico-autoritaire du Congo. C'est-à-dire que le régime présidentiel donne, en effet. Autoritaire. Oui, bien sûr. Oui, c'est un concept. C'est un concept qui vaut ce qu'il vaut. Très antinomique quand même. Démocratie parce que les institutions existent. Autoritaire parce que le système politique est verrouillé. Autour de qui? Mais autour du président de la République. C'est le président de la République qui verrouille, même s'il y a cette volonté de partage du pouvoir avec les autres institutions. Alors la décision qui est prise, alors le ministre de l'Intérieur avance des éléments techniques qui seraient liés à un non-respect de règlements, etc. Administratif. Et donc, on est là au cœur, effectivement, d'un problème qui est à la fois administratif et un problème politique. Non, ça, c'est le droit au service du politique. Bon, bien sûr. Vous avez cité Max Weber dans votre ouvrage aussi, donc je pense que tout à fait. Certains comprendront. J'avais reçu le porte-parole du gouvernement ici, et je lui ai dit, mais pourquoi le PCT veut forcément que le président Sassou soit de nouveau candidat? Il nous disait, il est garant de la stabilité. Vous partagez ce constat aussi, alors, vous qui connaissez bien le Congo. Oui, alors le président de la République, Sassou, a construit toute sa vie politique autour, en fait, de deux concepts forts. La stabilité, en termes de sécurité, et l'unité nationale.
Et donc, stabilité sur le plan militaire, sur le plan de la sécurité du territoire, d'accord, mais ça n'a pas empêché les guerres. Hein, oui, justement, j'en ai venu. J'ai dit, est-ce que la sécurité y est, est-ce que la stabilité y est? Alors, ça n'a pas empêché effectivement les guerres civiles entre les populations. Bon, premièrement. Et puis, l'unité nationale. Il faut savoir, si on replonge un peu dans l'histoire, que depuis 58, 58-59, il y a eu une guerre civile au Congo, et toute la vie politique congolaise est rythmée, en fait, par à la fois des guerres, des coups d'État. Bon, les Trois Glorieuses, 13, 14, 15 août, avec le départ du président Youlou. Il y a eu les assassinats, alors on ne sait pas qui a assassiné, les assassinats du président Massamba Deba, ensuite poursuivi par celle du cardinal Émile Biayenda. Et il y a eu chaque fois, effectivement, des problèmes politiques, surtout liés à quoi? Moi, je dirais que surtout liés à la forme politique, je dirais, des gouvernants de ce pays, du Congo. Ce sont les mêmes, en fait, depuis les indépendances, qui simplement s'échangent les sièges. Et donc, alors aujourd'hui, le président valorise une partie de la jeunesse congolaise dans les affaires, mais en effet, les caciques, les anciens sont toujours là aux affaires. Ça possède ma question. Est-ce que derrière cet argument de stabilité du pays, il n'y a pas aussi l'absence de réel dauphin ou cette guerre de succession qui se prépare, qui est en train de, je dirais, de bouillir même au sein de l'appareil présidentiel aujourd'hui? Oui, Carlyle. Dans un marigot, il n'y a que des caïmans, il ne peut pas y avoir des lézards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, simplement, la conception du pouvoir, en Afrique, il n'y a pas qu'au Congo, est d'abord tournée autour d'un homme qui se présente quelque part comme le chef du village. Et ce qui fait que préparer un successeur ou préparer un dauphin, c'est quelque chose qui est vécu comme quelque chose de difficile. Alors, vous avez des pays, par exemple, comme en Guinée équatoriale, où vous avez Théodorine, le fils du président, vice-président, qui est considéré globalement comme un successeur possible. Bien. Mais dans une république, hein, je précise. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il y a une dimension. La dimension, c'est quoi? C'est que désigner... C'est assez baroque quand même. Oui, on ne sort pas de royaume. Ben, bien sûr, désigner effectivement un successeur ou préparer un dauphin, c'est résoudre les problèmes internes déjà à la famille. Ouais. Même si les hommes au pouvoir... Famille biologique, même pas politique d'abord. Hein. Voilà, exactement. Et puis, il y a quelque chose qui peut vous surprendre, ce que je veux dire. Souvent, les hommes politiques en Afrique fonctionnent avec des gens en qui ils ont confiance. Quel est, en fait, l'élément de base? C'est la famille. C'est ça, clairement. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le paysage politique congolais. Qui peut aujourd'hui, Lucien, réunir l'opposition ou vraiment émerger la personnalité qui peut concurrencer le président Denis Sassou Nguesso? Le pays. Alors, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, le régime politique, la Constitution, fait que l'alternance au président Sassou est possible à condition de l'avoir travaillé. Or, que remarque-t-on? On remarque que, alors, l'opposition a créé une plateforme de changement. Mais dans cette plateforme de changement, on ne sait pas très bien quel est le programme, qu'est-ce que l'on veut faire. Est-ce que l'objectif, c'est simplement faire partir le président Sassou? C'est pas un objectif, si, c'est un objectif final, mais c'est pas ça. Vous dites aux gens, alors, Sassou, on n'en veut plus, il faut qu'il parte. Bon, sauf que vous avez une partie de la population qui dit, le président Sassou, il faut qu'il reste. Que fait-on? Elle est majoritaire, cette partie-là, selon vous? Alors, majoritaire, j'en sais rien, je n'ai pas fait de sondage, je n'en sais vraiment rien. Je n'en sais rien, mais sauf qu'il faut voir que le parti du président est très bien implanté partout sur le territoire congolais. Du nord au sud, à l'est. Les autres partis, je dis bien, n'existent que le temps d'une élection future. Et donc, mais ils sont souvent muselés, il y a des opposants qui sont en exil. Alors, il y a une partie de gens, effectivement, qui sont embastillés, effectivement. Oui. On parle souvent du président, on parle de M. Mokoko, on parle d'Okombi Salissa, qui sont en prison. Alors, je ne connais pas ces dossiers. Les dossiers sont-ils politiques ou administratifs? Je ne peux pas me
si vous voulez, je n'ai pas de la matière pour... En tout cas, selon l'opposition, il s'agit clairement là de prisonniers politiques. Oui, il s'agit... Bon, très bien, il s'agit de prisonniers... Et défendus par des ONG aussi, internationales. Il s'agit effectivement de prisonniers politiques. Bon, il faudrait... Alors, est-ce qu'ils sont embastillés parce qu'ils ont voulu concurrencer le président? C'est un point. Il faut quand même savoir que sous Lissouba, le général Mokoko, qui est actuellement embastillé, a été, d'une certaine manière, récupéré par le président Sassou, qui en a fait son envoyé spécial en République centrafricaine. Et ensuite, j'ai dit tout à l'heure, si vous m'avez suivi, Carly, oui. La politique en Afrique participe d'abord d'une forme de loyauté. À partir du moment où la personne qui est aux affaires estime que la loyauté n'existe plus, vous devenez un opposant. Et vous savez très bien qu'à partir du moment où vous devenez opposant, dans un régime surtout présidentiel, tout est possible. Dans un régime où l'exécutif joue un rôle important, tout devient possible. Modeste Zoubaleba, il a appelé à une primaire de toute l'opposition. C'est un scénario qui est possible aujourd'hui. Primaire, pourquoi faire? Désigner un candidat. Alors, primaire de l'opposition, oui. J'ai bien peur qu'il y ait foultitude, effectivement, de candidats. D'ailleurs, c'est bien. Mais la question, c'est, on va faire une primaire pour désigner un candidat. Encore faut-il qu'il y ait un programme. Encore faut-il qu'il y ait des objectifs bien précis. Encore faut-il qu'il y ait une méthode. Pour l'instant, nous sommes à quelques mois, c'est au mois de mars, en mars 26, l'élection présidentielle. On ne sent pas une vague montée au niveau de l'opposition. Alors, bien sûr, il y a des revendications, mais ces revendications ne se coagulent pas. Et comme elles ne se coagulent pas, ben vous voyez très bien que le président, lui, quelque part, Sassou, il a du temps. Il joue avec le temps. Donc, et contre l'opposition. Si l'opposition arrive à se rassembler, on pourra assister quand même là, à un espoir, selon vous, d'alternance. Alors, si l'opposition arrive à se rassembler, très bien, mais elle doit se rassembler sur quelque chose de solide. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout senti Sassou. Hein. Oui, alors... Dans un premier temps. Bien sûr. Et après, on règle les affaires autonome. Ah oui, mais alors, justement, l'anti-sassouisme ou l'anti-sassou, ce n'est pas une politique. Il faut, en fait, une méthode. C'est un ras-le-bol aussi, partagé par certaines parties du peuple. Bien sûr, c'est un ras-le-bol, justement. Mais il y a aussi l'autre partie du peuple qui dit, en fait... On fait des projets. On fait des projets, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images récentes. Le président Sassou s'est rendu à l'intérieur du pays. Il a été acclamé par la foule. Alors certains disent « Ah oui, mais cette foule-là, ce sont des gens du PCT qui ont été commissionnés, qui ont reçu de l'argent. » Ça arrive en Afrique, hein? Ça arrive en Afrique, mais bon, il a été effectivement acclamé. Il allait inaugurer, je crois, une usine. Il a été acclamé partout. Donc, pour l'instant, il commence sa campagne électorale. L'opposition, pour l'instant, ne bouge pas. Il y a quand même des démarches, il y a quand même des... Ah oui, oui, bien sûr. Alors, quand j'entends par l'opposition, les hommes politiques de référence. Et la jeune garde, Destin Gavé, il peut incarner un espoir ou pas, selon vous? Destin Gavé, c'est un garçon intelligent. C'est un garçon qui jouera un rôle politique sûrement au Congo. Je dis bien sûrement au Congo. Mais ce n'est pas son temps. Pour l'instant, la situation politique est trop compliquée. Elle est trop compliquée et puis elle est marquée par des divisions très très fortes, même au sein de l'opposition. Donc, je pense que cette génération qui est au pouvoir devra un jour ou l'autre, parce que ça c'est la vie, c'est normal, céder sa place. Et des gens comme Dave Mafula ou Destin Gavé, effectivement. C'est un homme trop pressé, Destin Gavé, selon vous? On n'est jamais assez pressé en politique. Hein. C'est pas le Macron qu'on... Voilà. Non, non. Je ne sais pas si c'est le Macron. On n'est jamais assez pressé en politique. Pour terminer, comment cette élection est vue depuis Paris, selon vous? Est-ce que la France a intérêt à regarder ce qui va se passer en 2026? Ou elle a tourné la page? Je ne sais pas si la France a tourné la page. Elle ne peut pas tourner la page au Congo. Alors, je crois que la jurisprudence Hollande, qui avait dit le peuple a le droit de choisir ses représentants, donc ce qui a justifié à la fois la réforme constitutionnelle et l'élection du président en 2016, le président Sassou en 2016, Macron voit les choses différemment. Il regarde
parce que les intérêts français, effectivement, sont toujours là. Et que, à la limite, il n'y aura pas de révolution. Alors, la question qui est intéressante, c'est voir comment, en effet, la France va réagir. L'Union européenne a déjà réagi quelque part, en disant, nous, on ne veut pas être des scrutateurs internationaux. On refuse. Pourquoi refuse-t-il? Alors, bon, certains peuvent dire, bah, c'est très bien, nous, Congolais, nous sommes assez grands pour organiser nous-mêmes nos élections, on n'a pas besoin de scrutateurs internationaux. D'autres disent, en effet, si l'Union européenne, effectivement, ne veut pas venir, peut-être parce que le jeu politique est trop complexe et trop trouble. Voilà. Et concernant la France, il faut attendre. Attendons le 14 juillet peut-être, ok. Mais vous voyez très bien que les affaires africaines restent encore dans les couloirs. C'est jamais, ça ne fait pas l'objet de débat en fait en France, simplement parce que c'est le président de la République français qui est le garant de la politique africaine et étrangère. Monsieur Babou, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions. On vous retrouve toujours sur le plateau de Samantha. J'espère vous retrouver à l'occasion de la présidentielle, de l'actualité politique congolaise, à la fois à Brazzaville comme à Kinshasa, et même sur le continent africain, pour pouvoir décrypter et profiter de vos analyses. Merci beaucoup. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud, disponible désormais sur le canal 217. Pour ceux qui nous suivent en Afrique, sur le bouquet Canal Sat Afrique. Nous ne sommes plus sur le canal 45, c'est sur le canal 217. À bientôt.